Et nous allons accueillir Loïc Artiaga. Merci de venir nous rejoindre. Loïc Artiaga, vous êtes historien, spécialiste des études culturelles, ici à l'Université de Limoges aussi. Vous êtes également auteur, on en parlera aussi dans le cadre de cette conférence. Et vous êtes responsable du master création contemporaine et industrie culturelle. Et vous allez intervenir donc notamment sur le contexte social qui a évolué en matière bien sûr de sport, tous les changements et ce que ça implique en matière d'évolution du monde du sport. Merci Isabelle, vous m'entendez bien. Je remercie Aurélien aussi de m'avoir associé à cette journée. Si ça ne vous dérange pas, je vais me mettre derrière le pupitre pour pouvoir garder mes feuilles sous les yeux. Alors j'étais malheureusement pas là ce matin, mais vos débats ont eu l'air d'être absolument là, mieux, comme ça. Voilà. Donc j'étais pas là ce matin, mais vos débats ont eu l'air d'être passionnants. J'espère pouvoir contribuer à ma façon. Bien, il est toujours difficile de parler du sport, d'abord parce que le terme recouvre une multiplicité de pratiques, et aussi parce qu'une disjonction assez nette s'est opérée à la fin du XXe siècle entre pratique amateur et haut niveau sportif. Par ailleurs, si on dit sport, il faut embrasser ensemble des pratiques et un spectacle. Ajoutons que la mise en perspective est compliquée aujourd'hui par la grande difficulté des constats faits sur notre société, disparition des classes populaires ou recomposition de celles-ci, individualité croissante, renfermement sur soi ou appétit pour des formes nouvelles de vivre ensemble. Ce sont des questions qui ne sont pas uniquement débattues sur les plateaux de télévision, mais qui divisent et qui parfois rassemblent aussi les spécialistes des sciences humaines et sociales. Le sport, comme objet de réflexion, permet en tout cas de poser des questions de fond à la société et au territoire dont vous êtes les acteurs. J'insisterai aujourd'hui sur quelques points. D'abord en montrant rapidement comment les sciences humaines et sociales ont objectivé le sport, comment elles lui ont posé des questions d'une certaine façon, et comment ces questions peuvent éclairer, accompagner des pratiques concrètes. Ensuite, en s'intéressant à la façon dont le sport s'est ancré dans des territoires et par quelle logique les pouvoirs publics y ont pris part. Alors je m'excuse par avance de ne pas livrer ici une réflexion sur un spectre francophone. Il y aurait tellement à dire, beaucoup à dire, mais ce serait l'objet d'une toute autre conférence et qui viendrait nous aider à questionner un modèle idéal, national, dans un sport mondialisé. Mais on aura peut-être, au moment des questions et des réponses, le temps d'y réfléchir ensemble. Et puis enfin, en s'interrogeant sur quelques nouvelles manifestations et quelques nouvelles formes du lien sportif et associatif, la part croissante des nouveaux médias, bien sûr, des réseaux, mais aussi un désir puissant d'accomplissement concret que signalent beaucoup de sociologues qui travaillent aujourd'hui sur les classes populaires. Quelques chiffres d'abord pour planter le tableau, avec des statistiques qui sont produites par le ministère. Schématiquement, la pratique peut être représentée par une pyramide avec au sommet les quelques 10 à 12 000 sportifs à temps plein, puis viennent 6 millions de compétiteurs et 14 à 16 millions de personnes inscrites dans un club ou dans une association. 9 millions de licenciés dans les fédérations olympiques, 1,5 million dans les fédérations non olympiques, 5 millions dans les fédérations multisports qui sont une vingtaine, et des répartitions territoriales qui sont à peu près équitables, avec la Nouvelle-Aquitaine qui apparaît avec 1,4 million de licenciés comme la troisième région en France, derrière Auvergne-Rhône-Alpes et la région Île-de-France. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on peut pratiquer en France, le constat s'étend évidemment aux autres pays européens, un même sport, mais avec des différences d'engagement. Ainsi, 600 000 coureurs ou joggeurs le font plus de 3 fois par semaine sur la dizaine de millions qui déclarent pratiquer la même activité. Donc on voit bien, on peut courir, mais à des vitesses différentes et à des rythmes différents. La sociologie contemporaine a signalé l'avènement de ce qu'on a appelé l'homme pluriel, je cite ici Bernard Lahire, en réalité d'autant plus pluriel dans ses activités qu'il est issu des classes dominantes, ce que nous montre Philippe Coulangeon,
Il faudrait donc en réalité s'intéresser aussi aux autres pratiques des individus pour saisir la place et le sens que le sport peut prendre dans leur quotidien. Alors je vais tenter de ne pas vous assommer de chiffres, mais gardez-en quelques-uns en tête, ça nous servira pour un peu plus tard, à comparer avec les chiffres de pratiques que j'ai donnés tout à l'heure, puisqu'il faut bien aussi parler des nouveaux médias, parce qu'ils ont fait une irruption majeure en fait dans nos imaginaires sportifs. Compte Instagram de Ronaldo, 349 millions d'abonnés, c'est la moitié de l'Europe en fait. Plus étonnant, les vidéos de yoga qui sont produites par un média comme Elle, vues entre 2 et 3 millions de fois, c'est la moitié de la population de la Nouvelle-Aquitaine. Et il faut aussi garder en tête ce que Tony Estanguet disait à propos des Jeux de 2024. Je veux des sports qui cartonnent sur les réseaux sociaux, pas des sports qui révolutionnent les territoires, mais des sports qui charrient un nouvel imaginaire. Il existe donc, via les réseaux, d'autres manières de vivre la culture sportive, voire de la pratiquer, et on voit les pouvoirs publics et leurs relais qui semblent s'intéresser et considérer ces mutations pour des décisions stratégiques majeures comme la présence de tel ou tel sport dans les Jeux olympiques. Alors quand la sociologie s'est emparée du sport dans les années 70 et 80, elle a posé les bases d'une lecture qui reposait essentiellement sur l'appartenance de classe, en gros le sport comme moyen d'éducation et comme moyen de distinction sociale, d'abord au service des classes dominantes. L'étude du sport s'est ensuite imposée comme un prisme pratique majeur pour envisager la question du genre, la question du façonnement des corps et des exis, autrement dit des attitudes corporelles, les représentations, le vivre ensemble, etc. L'histoire, elle, a repéré assez vite comment la dimension morale a été prédominante au début du sport moderne, et on sait, on a parlé du rugby tout à l'heure, comment Thomas Arnold a certes laissé un leg important sur le rugby, mais l'essentiel de ses écrits, en fait, ils ne sont pas du tout sur le sport, ce sont des écrits moraux et éducatifs. Donc le sport, c'est initialement, et c'est vraiment important de le retenir, d'abord une éthique nouvelle qui vise à rationaliser le temps de loisir, à le moraliser, à lui donner un but. Et en fait, c'est ça l'héritage, et c'est ça l'édifice qu'il faut réussir à recontextualiser. Pourquoi ? Simplement parce que la société a changé, donc la définition de ce que sont les loisirs, la définition de ce qu'est l'éthique ne sont pas les mêmes aujourd'hui que dans les années 60 ou qu'au début du sport. Donc les termes restent les mêmes et souvent on prête des valeurs au sport, on lui donne de grands objectifs sans prendre en compte que nous n'avons pas affaire à un objet qui serait ahistorique ou transhistorique. Il évolue en fait au même rythme que la société. Le sport naît de l'initiative privée. C'est important aussi à noter quand on essaie de voir finalement ce que les pouvoirs publics peuvent en faire. Il ne faut pas oublier qu'au départ, il se construit contre l'État, et notamment en France. Coubertin, que l'on évoquait tout à l'heure, est un homme extrêmement isolé en réalité dans le paysage national. Le sport naît de l'initiative privée donc, c'est aussi affirmé comme ce qu'on appelle une catégorie d'intervention publique. En réalité, dès les années 1920, on voit d'abord des actions municipales. Ce sont ces territoires-là qui ont été les premiers en fait à tenter d'organiser le sport, de l'encadrer, construire des stades, soutenir des associations. Ce n'est pas l'État, c'est d'abord les territoires, historiquement. Ils seront ensuite encouragés par le gouvernement du Front populaire à partir de 1936. Et c'est ici qu'il faut situer les débuts d'un sport envisagé comme une réponse aux problèmes sociaux. Et on pourrait placer dans une généalogie assez longue la discussion passionnante que vous avez eue tout à l'heure. Différents thèmes en réalité se sont succédés. D'abord, le sport au service d'une santé, mais d'une santé collective, celle de la race. C'est comme ça que parle Coubertin, qu'on évoquait tout à l'heure. Rebronzer la France. Grand succès politique du sport sous Vichy, puisqu'il est parfaitement adéquat finalement avec cette idéologie. Ensuite, c'est le thème de la compétition et la modernisation du pays et des rapports sociaux. C'est finalement la grande époque du gaullisme sportif à partir des années 1960. Et puis, avec les années 90, avec des nouvelles crises sociales, c'est le sport au service de la cohésion sociale et de la politique de la ville.
très intéressant finalement de voir les mutations plus contemporaines, cette idée que le sport peut devenir l'instrument d'une discipline individuelle, hein, l'outil d'une quête d'intériorité, ou qu'il peut être mis au service de l'environnement, on l'évoquait tout à l'heure, ou du développement durable. J'ajouterais que ce que vous évoquiez, Madame, tout à l'heure, a aussi une généalogie. Hein. En fait, dès les indépendances en Afrique, on voit des techniciens sportifs français qui sont envoyés. Donc très tôt, il y a des formes de coopération et qui sont extrêmement concrètes. La nouveauté ici est sans doute de vouloir y associer les territoires. Alors les facteurs explicatifs de la croissance de la pratique sportive, ils sont bien connus. Réduction du temps de travail, d'où l'attention extrême que nous devons avoir sur ces questions hein, pour être sûr d'avoir une pratique qui continue à progresser. Elle stagne en réalité. Pourquoi est-ce que les chiffres sportifs restent importants? Ce n'est pas parce qu'il y a un engagement plus fort de la jeunesse, c'est que nous avons les générations du baby-boom qui ont été acculturées au sport et qui continuent à faire du sport en étant plus âgés, mais en réalité la pratique des jeunes, elle stagne depuis plusieurs années. Augmentation du pouvoir d'achat, ça a aussi été un moteur central pour permettre la pratique. Allongement de la scolarité, et puis évidemment politique publique d'équipement ou encore les innovations technologiques. Mais à côté du modèle sportif pur, dominé par l'organisation des clubs et par la compétition, c'est précisé un modèle centré sur toute autre chose, les sports de loisirs, à l'écart des structures d'encadrement traditionnelles, dans d'autres lieux urbains, voire dans des lieux de nature. Quelle traduction sur les territoires? Schématiquement, 3 types d'aménagements se sont succédés, avec d'abord la construction d'équipements spécifiques, stades, gymnases, etc., puis l'appropriation de lieux urbains, longtemps réservés à d'autres usages. Ce sont les places, les parkings, on parlait du parcours tout à l'heure. Ben voilà, c'est un parfait exemple en fait d'une appropriation d'une culture sportive d'un territoire qui n'est pas destiné au sport. Idem pour les pistes devenues cyclables, idem pour les berges, etc. Et puis enfin, l'utilisation d'espaces de nature qui deviennent des supports d'activité physique et sportive. Aujourd'hui, on compte plus de 300 000 espaces de pratique en France. 77% des équipements sont la propriété de communes. Les communes tiennent donc en réalité le trésor patrimonial sportif. C'est elles les vraies forces d'aménagement sur ces questions. Et 70% de ces équipements sont gérés directement par les communes. Mais, et c'est important, plus de la moitié des activités sont effectuées dans un cadre naturel ou dans des espaces qui sont aménagés en plein air, comme les parcs ou les parcours de santé. Les sports les plus populaires n'impliquent pas de formation technique particulière, sauf pour la minorité de compétiteurs. On peut dire aussi que, pour la majorité, ils ne nécessitent pas forcément l'appartenance à un club. Autrement dit, l'attachement, et je reviendrai sur cette notion à la fin de mon exposé, la question de l'attachement ici, elle n'est plus donnée. Elle est à construire, donc. On considère, dernier chiffre, que, en gros, dans les années 80, un pratiquant sur 2 avait une pratique non institutionnalisée. Aujourd'hui, le chiffre, c'est plutôt 3 sur 4. Donc l'autonomie est plus grande, même si, et c'est primordial, les fédérations gardent le monopole sur la définition du sport. Et malgré ces formes d'autonomie nouvelles, le sport reste marqué par des logiques sociales qui restent fortes et puissantes, comme finalement les sociologues l'ont montré dès les années 1970-1980. Par exemple, si la différence de participation entre hommes et femmes s'est réduite depuis une trentaine d'années, je vous passe les taux de pratique, je pourrais vous les donner de manière plus précise, on constate tout de même qu'il subsiste des domaines masculins, le football, le rugby, même si on peut se féliciter de la progression, la pratique féminine, elle reste très inférieure à la pratique masculine, et puis des activités majoritairement féminines, gymnastique, danse, etc. Plus grave, les jeunes filles des milieux populaires quittent beaucoup plus précocement l'activité sportive, souvent dès 14 ans, en raison d'une implication plus forte que les garçons dans la vie domestique,
en raison aussi de la préparation à l'entrée dans le monde du travail, en raison aussi de représentations sociales, culturelles, de ce qu'il convient ou pas de faire lorsqu'on est une jeune fille. En somme, tous les groupes sociaux marchent, nagent, pédalent, mais d'une manière et avec une intensité différente selon les sexes, l'âge, le niveau d'études ou le revenu. Le diplôme et le revenu, autrement dit le statut socio-économique, font varier en taille et en variété l'éventail des activités. On revient à ce que j'évoquais en introduction, le fameux modèle de l'homme pluriel, de l'omnivore, hein, cette idée que l'homme moderne serait celui qui, l'homme ou la femme moderne, serait celui qui réussirait à embrasser un plus grand ensemble de pratiques. Or, ce modèle-là, il est évidemment socialement connoté. Alors, ce sera... Oui, j'ai un peu de temps. J'ai un dernier développement. Faut-il voir ici une société sportive totalement atomisée, en archipel, avec des individus de plus en plus autonomes, branchés sur les réseaux, sur les applications de courses, préférant soutenir des clubs qui leur sont éloignés mais qui sont liés par eux par d'autres formes d'attachement. Je pense aux Troyens qui supportent Manchester plutôt que le PSG par exemple. Des individus suffisamment autonomes pour consommer un territoire pour des activités libres, eh bien, sans trop vous spoiler, non. Hein. Ludovic Lestrelin, qui est un jeune sociologue passionnant, a étudié la progression, deux exemples, hein, Ludovic Lestrelin et puis un autre exemple ensuite, puis après on pourra échanger. Il a montré la progression du supporterisme à distance qui accompagne des mutations territoriales de fond. Il donne les chiffres hein, à propos des supporters du stade Vélodrome, et il montre bien comment le stade s'est dépeuplé en fait hein, d'un public qui était un public essentiellement marseillais. Et puis surtout, il pointe un phénomène, l'essor de clubs de supporters ailleurs en France ou à l'étranger, il en compte une centaine, c'est beaucoup moins que pour le Bayern, que pour Chelsea, mais on voit de nouveaux phénomènes d'attachement et de lien. Pourtant, qu'est-ce qui reste l'expérience la plus forte pour ces supporters à distance? C'est évidemment pas de regarder un match sur leur smartphone, c'est le voyage vers le territoire d'implantation du club, la Rome des supporters à distance. Ici, l'acte de présence sur un territoire est perçu comme un gage de l'authenticité et de la sincérité de la passion. Autrement dit, il faut qu'elle s'incarne sur un espace. Dans les enquêtes qui sont menées sur les motivations sportives, travaux qui ont été diffusés par Patrick Mignon récemment, quels sont les objectifs qui dominent dans l'entrée dans une pratique sportive? En fait, ce n'est pas la performance, ce n'est pas la compétition, c'est le lien. À chaque fois reviennent les deux mêmes motivations, d'abord le bien-être personnel, ensuite l'affirmation d'une sociabilité. Donc, la distance, les réseaux, tout ça n'annihile pas, bien au contraire, la nécessité d'ancrage. Même chose pour l'engagement associatif. Je cite ici les travaux de Yasmine Ciblot et je tiendrai à disposition une bibliographie complète si vous voulez prolonger ce que j'aurais pu exposer. Alors, elle montre qu'il y a des décalages dans l'engagement associatif avec une forme de prédation des classes dominantes. Qui est président d'un club? Bon, majoritairement, ce sont des gens qui sont issus des classes favorisées. Les cas d'ouvriers présidents de clubs sont assez rares. Là aussi, je tiens les chiffres précis. Mais quand elle travaille sur les classes populaires qui s'engagent, elle montre des constantes et qui sont extrêmement intéressantes. La stabilité géographique des familles qui sont installées sur des territoires depuis plusieurs générations et qui donc endossent la responsabilité d'un club. J'imagine que vous en connaissez tous dans les collectivités que vous animez. Des conjugalités stables aussi, et elle insiste sur ce point, la dimension concrète donnée à l'engagement. Autrement dit, il faut que les gens trouvent un sens concret, des capacités à transformer leur quotidien pour accepter le sacrifice d'un engagement en temps dans une association sportive ou plus largement une association qui a des visées citoyennes. Quelle conclusion, et je terminerai par là, pour les territoires?
Je crois qu'il faut accepter l'idée que nous sommes sortis d'une époque où l'action se concrétisait uniquement par des constructions en dur, dont la présence sur le territoire est toujours marquée par des inégalités, et par un discours volontariste, performatif. Autrement dit, le sport c'est bien, on installe les équipements, les gens vont s'en emparer. Nous sommes dans une époque qui est une époque nouvelle, postmoderne, dirait Frédéric Jameson, où il y a donc, pour les collectivités, la nécessité, même l'obligation, d'une lecture des publics, de leur diversité, de leur motivation, une nécessité aussi de médiation nouvelle pour aider à tisser du lien. La question du territoire, quelle que soit son échelle, reste fondatrice dans la fabrique des identités, même si celles-ci sont désormais multiples. Le territoire pour les supporters à distance, hein, on l'a vu tout à l'heure, c'est bien le stade sur lequel ils vont pouvoir concrétiser quelque chose qui a pu se nouer à des centaines ou à des milliers de kilomètres, mais qui restera finalement une expérience fondée sur un territoire. C'est sans doute ici, en facilitant des traductions très concrètes, en construisant avec les populations, en s'inspirant peut-être de l'action que l'on voit dans le monde de la culture autour de l'accès, de l'accessibilité des droits culturels, que des pistes territoriales modernes peuvent être envisagées pour refonder nos cultures sportives et travailler nos liens. Merci à vous, Loïc Artigat, pour ces propos. Mais à vous entendre, il faut que les collectivités territoriales embauchent des profils qui soient hyper compétents, dites-donc, pour analyser tout ça. C'est une question ? Oui, c'est une question, oui. Bah, je pense qu'il faut qu'ils regardent aussi ce qui se passe du côté des autres actions en fait, qui sont menées sur les territoires. Je parlais de la culture, oui. Avec cette idée finalement qu'on a engagé des profils nouveaux hein, de médiation, des profils de relations publiques, et qui tissent des liens nouveaux avec des publics qui sont des communautés de publics, avec des attachements différents, avec des profils différents. Il me semble que ça fait partie des clés. Et ça fait partie donc de l'évolution aussi, comme vous l'expliquiez, du sport et des pratiques sportives et de ce qu'on met à côté du sport, tous les sentiments dont on a parlé, enfin les sentiments et puis tout ce dont on a parlé, de cette transversalité, ça vient de là aussi. Oui, je crois que la clé, mais ce serait intéressant oui. d'échanger avec la salle, je crois que la clé c'est la question du lien en fait. On ne peut pas sans arrêt être dans un discours qui est un discours de type performatif en disant, voilà, le sport crée du lien. Le sport, c'est la fraternité. Ok, d'accord. Mais nous ne sommes plus dans la société des années 60. Autrement dit, le fait de l'énoncer ne suffit plus à créer du lien. Et on voit bien qu'on a affaire à un modèle qui s'épuise et qui donc va chercher de nouvelles formes sportives. On évoquait le parcours, le breakdance tout à l'heure, et qui aussi fait face à des publics dont les attachements identitaires ne sont plus les mêmes que dans les années 1960. Donc, si on estime que le sport est là pour tisser du lien, et notamment pour participer du lien avec le territoire, alors il faut aussi comprendre la pluralité des profils que nous avons en face. Mesdames et messieurs, souhaitez-vous questionner Loïc Artigat ou vous faire préciser des choses? Jean-Pierre Caraquillo? Ok, et madame. Alors, on va donner le micro à madame. Excusez-moi, monsieur Caraquillo, il y a madame qui veut parler, vous parlerez après. Allez-y. Merci de vous présenter, madame. Nicole Tubena-Mathieu, Limousin Sport Santé, je suis médecin, cancérologue. Et vous allez intervenir tout à l'heure, oui. Oui. Et ma question est, donc nous, très clairement, en particulier pour le cancer, il faut avoir une activité physique, il faut la maintenir. Et avec vos études, on retrouve très clairement le profil des patients qui vont accepter de rentrer dans l'activité physique. Est-ce que vous avez des trucs? Qu'est-ce que vous pouvez proposer à une société, outre mettre des parcours, etc. Ça ne marche pas. Le fait de maintenir une activité physique est essentiel pour lutter contre la maladie chronique. On n'a pas beaucoup d'idées pour imposer. On voudrait l'imposer comme un médicament. Mais ce n'est pas la solution non plus, parce qu'on a vu que ça ne marchait pas obligatoirement. Ça marche que pour une petite population, surtout des femmes et peu d'hommes. Est-ce que vous avez des offres à nous faire, à nous, sur le plan sport-santé?
Alors, monsieur est sociologue, je ne sais pas s'il est créateur je suis surtout historien. Historien. Donc j'ai pas trop, en fait, j'ai malheureusement pas trop de trucs, mais je crois qu'il y aurait quelque chose à regarder du côté des nouvelles professions que nous formons à l'université. Je pense aux professeurs d'activité physique adaptée et de santé, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que l'État reconnaisse enfin à leur juste valeur leur capacité d'action sur des populations particulières, comme celle que vous citez. Il faut de la médiation, en fait. Et sans doute que la parole médicale n'est pas suffisante. Enfin, l'injonction ou l'assignation à faire dans une société comme la nôtre, en fait, ça ne marche pas. Parce que votre parole de médecin, aussi puissante soit-elle, comme celle de Jean-Pierre, voilà, expert, juriste, bon, il n'y a pas grand monde qui ose dire non à Jean-Pierre. Mais comme la mienne, comme expert des sciences humaines et sociales, elle est sans arrêt remise en question. Bon, et c'est tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que l'assignation ne suffit pas. Donc il y a un travail de médiation à opérer. Donc il faut des professionnels de la médiation. Il faut s'entourer finalement de spécialistes qui vont réussir à aller chercher les publics là où ils sont et qui vont les accompagner dans une pratique qui a aussi été très abîmée par des contextes très, très récents. On voit que l'activité sportive a chuté pour 53% des Français pendant le confinement. Donc on voit que tout ça est très fragile finalement. Donc il faut bien se méfier des chiffres de façade qui laissera entendre qu'on a affaire à des nations qui sont sportives, éduquées depuis le début. En fait, on a un modèle qui est en train de s'essouffler et une méconnaissance des diversités des publics qui s'installe. Et voilà, on pourrait en tirer des constats politiques sur le désengagement, les moindres votes, la façon dont la parole publique aussi est remise en question. Bon, ça ne sont pas des débats qui sont forcément les nôtres aujourd'hui, mais qui, à mon avis, témoignent des mêmes formes de divorce entre ceux qui sont légitimes et ceux qu'on aimerait faire bouger. Tout simplement donner envie, et c'est ce qui est le plus compliqué, donner envie à pratiquer un sport, quand on est dans ces conditions-là. Pour moi, ça se travaille. En fait, ouais. c'est pas performatif, quoi. On ne peut pas décréter l'envie. En fait, elle se bosse. Jean-Pierre Caraquillo. La foule, oui. Monsieur, alors derrière. Là-bas. Alors, on va vous donner le micro pour qu'on vous entende bien. Ouais. Parce que sinon, on ne va pas vous entendre. Et je vous remercie de vous présenter, monsieur. Donc, je suis monsieur... Est-ce qu'on m'entend ? Oui, on vous entend. Oui, monsieur Centraux, donc je travaille au CNFPT. Quand vous parlez des médiateurs par rapport à la prescription pour inciter à faire du sport, est-ce que vous pensez notamment aux influenceurs ? C'est les influenceurs qui peuvent être le nouveau média, le nouveau médium pour pousser à une pratique c'est intéressant comme question. Hein. plus permanente, plus régulière, pardon. On voit le rôle en effet des influenceurs dans certains domaines. Alors, c'est super intéressant d'ouvrir le débat. Moi, ma conviction de fond, c'est que je préfère qu'on paye comme il faut des professionnels de l'activité physique adaptée plutôt qu'on verse 15 à 20 000 euros à un youtubeur pour produire une vidéo. Mais bon, sans doute qu'on peut trouver un mixte qui permet d'embrasser les deux, c'est-à-dire de jouer aussi sur ces nouveaux médias et sur l'idée de l'influence. Mais moi, je crois plus à l'éducation qu'à l'impulsion, d'une certaine façon. Donc, pour du travail de terrain, il faut des gens de terrain. D'autres personnes souhaitent intervenir, Merci mesdames beaucoup. et messieurs ? Alors, Jean-Pierre Caraquillo, vous allez pouvoir parler. On va donner le micro, qu'on vous entende. J'en ai, merci. Ah, vous allez. Oui, je suis d'accord. Jean-Pierre a son micro. Ouais. C'est le grand Je voulais témoin. dire, encore une fois, on m'a donné cette mission, Oui, donc grand témoin, tout à c'est fait. c'est pas pour intervenir à tout propos, voire hors de propos, mais c'est pour remplir ma mission. Bien, je suis d'accord avec toi sur l'idée et la réponse que tu as fait sur les influenceurs communication. Moi, je pianote pas sur ce type de médias, et Dieu m'en garde. Mais c'est probablement par manque d'instruction. Mais ce que je voulais dire, c'est que je crois que ça vient par le fait qu'on a formé des gens comme toi, c'est ce que tu dis, qu'on a formé des gens qui finalement qui vont attirer
les jeunes vers ces pratiques auxquelles tu as fait allusion. Mais je voudrais tout de même dire une chose, c'est que, et c'est pas parce que c'est mon milieu naturel, le football continue à attirer beaucoup les gamins. Et ça induit la question que j'ai à te poser. Tu as beaucoup écrit, et je connais tes travaux, et tu as beaucoup fait avancer la sociologie dans le domaine du sport. Moi, je dirais d'ailleurs que tu fais plutôt de la socio-économie, mais excuse-moi, c'est mon langage à moi, mais tu le connais. Et je voudrais savoir si tu as l'intention, parce que ça me paraîtrait une bonne intention, ou si tu as déjà eu l'occasion d'écrire sur ce phénomène qui, moi, je trouve fondamental aujourd'hui. On parle de sport et territoire, hein. Il y a aujourd'hui un brassage des populations qui n'existait pas à l'époque où j'étais, enfin, elle n'était pas aussi profonde à l'époque où j'étais dans mon quartier. Aujourd'hui, c'est un phénomène qu'on a tendance à oublier, sur lequel on n'a pas pris nécessairement les bonnes actions. Il ne faut pas oublier, et c'est intéressant qu'il y ait un certain nombre de citoyens des pays d'Afrique. La France a eu beaucoup de colonies en Afrique, et aujourd'hui, c'est les 3e, 4e générations de jeunes Africains qui sont ici dans les quartiers, y compris, et tu connais bien les quartiers, y compris à Limoges. Je ne suis pas sûr que l'intégration sociale se fasse bien. En tout cas, elle ne se fait pas telle que je voudrais personnellement qu'elle se fasse, en fonction de mon propre parcours. Alors la question que j'ai à te poser, c'est celle-ci. Moi, je pense, à travers notamment les pratiques nouvelles, oui, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, Tony Estanguet a pris ça tout à fait avec lucidité en compte. Mais à travers même les sports co qu'on a ici, tu les connais à Limoges, il y a 4-5 quartiers qui sont un peu compliqués ici. Et je crois qu'on peut sauver des vies. Et je crois que des gens comme toi peuvent apporter des contributions. Autrement dit, excuse-moi de te poser la question aussi brutalement, mais je crois fondamentalement que des gens qui réfléchissent à la sociologie ou à la socio-économie comme toi, il y a plein de choses à faire pour amener les gamins vers la citoyenneté et le civisme lorsqu'ils vont dans les clubs. Et que les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer, notamment dans le financement des clubs. Autrement dit, bien sûr, toi comme moi, on aime bien le sport de haut niveau, le sport professionnel. Bien évidemment, je connais ton parcours, bien évidemment, et tu connais le mien. Mais il y a plus à faire par le sport. Et il y a des tas de gamins qui viennent dans les clubs aujourd'hui, et je prends l'exemple du football. Dans le club qui a été le mien, il y a 500 gamins, à peu près 80 femmes, qui viennent des quartiers un peu compliqués. Et je crois que c'est là où les gens comme toi devraient dire les financements, c'est là qu'ils doivent venir. Parce que le club, là, il est en train de réaliser un devoir social. Alors moi, je voudrais savoir si toi, c'est des préoccupations que tu as dans tes écrits ou que tu vas avoir, et si tu ne les as pas, je pense qu'il serait bien que tu les aies. Que vous y pensiez. Et on parlera de votre dernier écrit. Allez-y, Loïc Artiaga. Bon, c'est des choses auxquelles on pourra réfléchir ensemble. Je partage évidemment ton constat. On peut peut-être donner aussi des chiffres parce que voilà, ils permettent aussi de mettre les collectivités face sans doute à leurs responsabilités et l'État aussi, hein. Les zones urbaines sensibles, c'est 7% de la population, c'est 3% des équipements sportifs. Donc tout est là. Enfin, tu vois, on peut effectivement se dire non, tu n'es pas d'accord sur le...
Ah, d'accord. Je croyais que tu disais non, que tu contestais On a parlé des inégalités des territoires ce matin, en effet. Voilà. Enfin, et d'une certaine manière, les bénévoles, les militants du sport, comme tu le restes, peuvent avoir la meilleure volonté du monde. Si les équipements ne sont pas là, s'il n'y a personne pour faire du travail de médiation avec des populations qui effectivement sont plus diverses, qui ont des modèles plus complexes aussi, ou qui viennent avec d'autres pratiques, parce que ça, on le prend assez peu en compte, mais finalement, on a aussi des modèles qui... alors le football n'est pas un bon exemple, parce que la planète entière joue au football, mais je sais pas moi, la jeunesse de Dakar, dont on pourrait d'ailleurs beaucoup s'inspirer. Moi, j'ai été frappé en fait de voir sur les plages de Dakar une jeunesse, mais 1000 fois plus sportive que nous, et il faut aussi se détacher d'un discours qui part toujours on a l'impression qu'on va faire de la coopération et puis exporter nos modèles. Mais une vraie coopération, c'est un dialogue en fait. Hein. Donc ce qui se passe à Dakar, moi, m'intéresse. Et de voir comment les jeunes investissent par exemple la plage ou font une pratique que nous, on ne connaît pas, la lutte sénégalaise. Voilà, les modèles doivent pouvoir circuler. Donc prendre en compte la diversité et puis avoir les équipements, juste autant d'équipements sur ces zones qu'ailleurs, et ce sera déjà pas mal. Là, voilà, 7% de la population, 3% des équipements. Donc c'est imparable, quoi. Il y avait un reportage sur France Inter ce matin qui parlait de la Seine-Saint-Denis, qui en effet était en sous-équipement par rapport à la population et que c'était vraiment un problème pour que les jeunes fassent du sport. On termine avec vous, Loïc Artiaga, parce qu'ensuite on va justement donner la parole pour le sport santé. Vous allez, parce que vous êtes aussi auteur, vous sortez un bouquin sur Rocky Balboa, le boxeur. Très rapidement, pour quelle raison vous l'avez choisi? Alors pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est un bel exemple de confrontation entre nos imaginaires construits par les industries culturelles de masse et la réalité sportive. Je vais poser au public la même question que je vous ai posée tout à l'heure, mais en même temps c'est difficile parce qu'il y a des vrais connaisseurs du sport, donc ça se trouve mon truc ne va pas marcher. Et c'est rapide en plus. Et c'est rapide, ok, je fais très rapide. Si je vous demande finalement quels sont les grands champions de boxe récents, vous allez pouvoir me citer sans doute Ali, vous allez me citer Mike Tyson. Si je vous demande qui est champion du monde entre Ali et Tyson, je pense que vous aurez du mal à me trouver quelques cas. Si, monsieur, sans doute. Bon, des spécialistes de boxe, oui, pourront parler de Larry Holmes ou d'autres, mais en fait, dans la grande majorité, les gens voilà, méconnaissent. Et en fait, la thèse du livre, c'est que si on méconnaît tout ça, c'est qu'il y a une autre réalité alternative qui fait écran et qui met en scène un champion italo-américain blanc qui devient champion du monde de boxe au moment où les Afro-Américains, les Cubains, de grands boxeurs qui viennent des Caraïbes sont en fait les vrais boxeurs. Donc voilà, c'est un jeu entre fiction et réalité dans ce monde mondialisé des années 80-90. Et ça sort au mois de novembre. Ça sort en novembre. Donc on regardera en Merci effet pour la travaux. pub. Merci à vous, Loïc Artiaga, Merci pour cette conférence très intéressante sur les grands enjeux d'actualité.